Aujourd'hui à la tête du restaurant Disciple, comment êtes-vous devenu chef étoilé? Question à laquelle je ne sais pas répondre. Je peux vous raconter comment je suis arrivé là, mais d'abord à mon époque, les étoiles, c'était pas le but principal. C'est-à-dire, maintenant les jeunes cuisiniers, évidemment, à travers des émissions, à travers la médiatisation, à travers tout ce qui se passe, évidemment, ils deviennent cuisiniers et ils s'imaginent qu'ils vont être chefs, grands chefs, étoilés, connus, reconnus. Moi, à mon époque, c'était pas du tout... ça n'existait pas, ça. Enfin, ça existait. Ça existait déjà. Paul Bocuse existait, évidemment. Les Trois Gros existaient. Michel Guérard pointait le bout de son nez. Mais on ne travaillait pas dans cette optique-là, forcément. C'est venu après. Maintenant, évidemment, surtout aujourd'hui, on est mardi et que le guide Michelin est sorti hier, c'est tout à fait l'époque où il faut en parler, mais on ne pratiquait pas comme ça. Moi, je suis devenu cuisinier par amour de la cuisine, les jeunes aussi maintenant, sans doute, mais il n'y avait pas de... c'était pas les honneurs que l'on cherchait, c'était le plaisir de faire un métier qui vous prenait, qui vous apprenait et dans lequel on se sentait bien toute la journée, parce que on voit d'ailleurs maintenant avec la désillusion des gens face à leur travail que les métiers à sens comme la cuisine, ça a quelque chose à dire, et moi ça m'a accompagné toute ma vie. Il se trouve qu'à un moment j'ai eu une étoile, il se trouve qu'à un moment j'en ai eu deux, donc voilà, ça c'est un peu comme des décorations, voilà, un jour on vous donne une médaille, mais le jour où on vous la retire, il faut savoir aussi courber les chines. On n'est pas... C'est un peu comme les notes à l'école quand on avait avant un 15, un 16, un 17 sur 20. On était fier. On n'a pas 17 sur 20 tout le temps dans la vie, ni dans toutes les matières. Donc la cuisine, c'est un métier difficile, c'est un métier formidable. Cuisinier, c'est un métier extraordinaire. Restaurateur, c'est plus compliqué. Et justement, d'où vient la passion? C'est tout simple, ça aussi c'est relatif à une époque et au milieu. Moi j'étais d'un milieu qui n'était pas du tout dans la restauration, dans la cuisine, etc. Mais c'était un milieu très modeste. Mais où, qu'est-ce qu'il y avait comme amusement pour les enfants? Il n'y avait rien, il n'y avait pas la téloche, il n'y avait pas les jeux vidéo, il n'y avait rien de tout ça. Et donc, quand on était en vacances, je me souviens des vacances chez mes grands-parents, au début de l'été, on commençait à cueillir les fruits, et puis qu'est-ce qu'on faisait? On faisait à l'époque, la congélation n'existait pas tant que ça, même pas du tout. Donc on faisait des conserves, on faisait des confitures, on faisait la cuisine aussi tous les jours. Parce que ma grand-mère, moi, elle faisait la cuisine tous les jours. Pour la petite famille, on était toujours 5-6 minimum à table. Et il n'y avait pas besoin de montre pour se dire c'est midi. Le fumet de la cuisine, c'est pas l'odeur de la cuisine, je déteste ce mot odeur de la cuisine. Le fumet du plat cuisiné venait nous titiller le nez et on passait à la table avec gourmandise. Mais on n'ouvrait pas le frigo en disant qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui mon chéri. Il y avait un plat pour 6-7 personnes, il n'y avait jamais personne qui disait ah non j'aime pas ça. Tout le monde mangeait tout. On ne se posait pas la question. Et on n'avait pas d'ailleurs à la poser. En tout cas, quand vous en parlez, vous avez les yeux qui brillent et un beau sourire. Oui, parce que vous me forcez à me rappeler des souvenirs que j'ai déjà évoqués, mais d'ailleurs chez moi, à la campagne, tous les étés, aux mêmes époques, je recommence, je fais des confitures. Je mange très peu de sucré, mais je fais des confitures pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour les gens qui... Pardon? Que vous mangez? J'en mange un peu. Mais c'est surtout ce moment, voilà. Sans doute que ça doit me rappeler des moments de plus jeunes où toutes ces odeurs, voilà, ça me promenait. Et quand j'essaye de temps en temps de faire un poulet sauce piquante, comme faisait ma grand-mère, je suis jamais arrivé à avoir le plaisir en faisant... je suis un grand chef, et elle était totalement inconnue, mais son poulet sauce piquante, il
il vaut bien celui que je fais maintenant, que je réussis jamais à retrouver ce goût. C'est peut-être un fantasme. Hein, En tout cas, c'est un beau souvenir. Il y a un beau témoignage envers oui, oui, votre grand-mère. Alors justement, vous avez reçu la fameuse étoile et vous avez été élu cuisinier de l'année par le guide Hachette en 88. Mais vous savez tout, vous. On s'est renseigné quand même. Oui. Alors, qu'est-ce que cela représente pour vous? Est-ce une forme de concrétisation ou la reconnaissance par ses pairs? Non, c'est pas une concrétisation, non, oui, c'est une forme de reconnaissance par le guide Hachette à l'époque, en 88, il y a un petit bout de temps. Oui, mais quand même. Oui, non, mais ça arrivait très tôt dans votre carrière, en plus. Oui, ça a compté, mais il y a tellement de choses qui ont compté quand on a eu la première fois une étoile. Vous en souvenez de ce jour-là? Je m'en souviens très très bien, oui. Parce que ça m'a été appris par un tiers, quelqu'un qui ne faisait pas partie du guide Michelin. Je l'ai appris 2 jours avant que le guide Michelin sorte, et à l'époque, il y avait 0 fuite. Sauf, il y avait 2-3 informés. Et un jour, à la porte du restaurant Sceaux, c'était un tout petit restaurant, c'était à la porte du cimetière de Montmartre, un restaurant que j'avais baptisé Grand Gousier. Et la porte s'ouvre et il y a un type qui arrive, pas très grand, un petit peu rond. Et il était midi, donc je n'étais pas à prendre avec des pincettes. Le restaurant était tout petit, il y avait 22 couverts. Il y en était 4 à travailler, et donc avec 22 couverts midi, 22 couverts soir, il fallait les envoyer. C'était beaucoup de travail. On faisait tout nous-mêmes. Et donc le type il rentre et dit le gâteau, qui c'est? Je n'étais pas à prendre avec des pincettes. Je dis pourquoi, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, Vigato? Il me regarde, il me dit ça doit être vous, Vigato. Je dis oui, et alors? Et vous avez une étoile. Voilà, sidération, moment de silence, puis il a fait demi-tour, il est reparti. Puis après, j'ai rencontré cet homme-là, c'est devenu quelqu'un de précieux, comme, pas pour avoir des infos du Michelin, mais de précieux humainement. Et voilà, comment j'ai appris la première étoile. Donc évidemment, on n'était pas 12 à fêter ça, puisqu'on était 4 à travailler, 4, j'allais dire 4 et demi, parce que j'avais quelqu'un qui était à mi-temps, et après on était 5. Et puis j'ai revendu ce restaurant, et puis après j'ai créé Apicius, le premier Apicius, et puis 1 an et demi après avoir créé Apicius, on a eu 2 étoiles, et puis voilà. C'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire, bien sûr. Mais c'était vraiment pas une course, d'ailleurs je n'ai jamais pratiqué, j'étais content de les avoir, très fier. Mais j'ai jamais pratiqué la course aux étoiles, même quand j'ai créé Apicius après rue d'Artois, il y a des journalistes soi-disant bien informés qui maniaient plutôt des informations que c'est pas moi qui leur donnais, comme si j'avais voulu aller rue d'Artois pour avoir la 3e étoile. Ça n'a jamais été un but. Le but c'était voilà, quand j'avais quelqu'un en face de moi, un client, de le voir arriver, parfois, de le saluer, parfois si c'était moi qui le saluais, et de le voir repartir surtout, et de le voir repartir avec le sourire. Voilà, c'était le plaisir du travail accompli. C'est plus qu'un travail d'ailleurs. Le travail, c'est ce qu'on fait avant. Après, c'est l'espèce de soupe de bonheur que l'on sert aux gens. Parfois, vous servez la même soupe de bonheur à 3 personnes et on va avoir 3 avis différents. Il y en a un qui va dire « Oh, extraordinaire », l'autre « Oui, c'est pas ça », l'autre « Tu l'as trouvé trop salé ». Très difficile comme métier. Après, on se règle, on sait à peu près, on sait se régler, mais c'est très très difficile. Il faut être très souple quelque part. Il faut être... Pour accepter la critique. Non, mais il faut être souple, mais il faut aussi avoir l'échine un peu raide, parce que si on est souple... on donne plus d'identité à ce que l'on fait. Moi, il y a des plats sur lesquels je transige pas. Voilà, c'est comme ça. Il faut le manger comme je fais. Si on me demandait, par exemple, ici, on est maintenant un bistrot, sympathique ce bistrot, mais c'est devenu un bistrot qui n'est pas du tout étoilé, c'est pas notre recherche. Notre recherche, c'est de donner du bonheur aux gens, mais on donne beaucoup de bonheur parce que c'est un bistrot qui est dans un petit quartier, qui est dans un quartier un peu plus difficile que où j'étais, rue d'Artois, dans l'hôtel particulier, etc. C'est un bistrot de coin de rue. Et il y a une côte de bœuf, elle est marquée
service saignante seulement. Bleue ou saignante si vous voulez, mais à point on ne la servira pas. Voilà, c'est tout simple. À point on va trouver une autre viande, mais pas cette pièce-là, parce que je la présente et je la découpe d'une façon où je pense que c'est comme ça qu'il faut la vendre. Alors je me bats parfois avec des gens qui me disent « Oh, c'est un peu exigeant », mais non, j'ai foi dans ce que je fais, quoi. C'est vrai que la particularité de ce restaurant, Le Disciple, c'est que la carte est courte. Comment vous avez choisi les plats? La carte est courte, mais pas si courte que ça, parce que sur la carte, il y a 5-6 plats. C'est vrai. Il y a une ardoise qui est là où vous avez 5, ce qu'on appelle la rôtisserie, où ce sont des plats issus de la rôtisserie classique. Il y a un plat qui est la tourte de canard, c'est pas un plat de rôtisserie, mais quand même, c'est un plat de cuisine un peu bourgeoise. Et puis tous les jours, on fait 2 ou 3 propositions orales. C'est-à-dire qu'on ne se plante pas devant la table avec un carnet de commandes en disant « Tiens, vous avez choisi ». Non, on vient voir les gens pour engager un peu de dialogue, parce que bon, vous voulez boire quelque chose, d'accord, ok, mais après il faut leur parler un peu de cuisine. Alors pour leur parler de cuisine, on leur dit tiens, aujourd'hui on a 2 ou 3 choses. En plus, c'est pas marqué sur l'ardoise, c'est 2 ou 3 entrées et un plat ou 2 que l'on fait en fonction des arrivages, des saisons, de l'imagination, du temps qu'il fait. Parce que parfois il fait d'un seul coup il fait très froid, donc je dis même si c'est le printemps, il faut peut-être faire un plat qui réchauffe un peu plus. Et si d'un seul coup il fait très beau et puis qu'il fait un coup de chaleur, il faut travailler un peu plus les légumes, la fraîcheur, le poisson, les assaisonnements plus légers. Faut être hyper réactif, quoi. C'est vrai qu'il y a une vraie rigueur en fait dans les oui, puis restaurants. et une rigueur et un instinct. C'est le temps, le climat détermine pas au jour le jour, mais oui, pratiquement les suggestions qu'on va faire en plus. Donc, s'il fait froid, on a tendance après proposer des plats un peu plus riches, un peu plus pas gourmands, mais ouais, un peu plus riches, voilà. Et quand il fait chaud, on privilégie, je sais pas, je vais dire, il n'y en a pas, mais un poisson à la vapeur, ou un plat de rôtisserie, ou un assaisonnement façon salade, enfin voilà. Un plat de circonstance. Voilà. Ça, c'est top. Alors vous avez la particularité d'allier cuisine moderne, créative et traditionnelle. Au fil des saisons, des années, comment se réinvente-t-on? Ça c'est le plus dur. Alors, il y a un truc qu'on ne réinvente pas parce que d'abord on n'invente pas grand-chose. On se sert de ce qu'on a vu, pris, appris, compris, regardé, goûté, on s'enrichit de tout ça. Des voyages qu'on a fait, des marchés où on se promène, des étals. Moi, ça m'arrive d'aller à la grande épicerie du grand marché, juste pour... j'ai rien à acheter, hein. Je vais me promener. Je regarde les étals de boucherie, je vais aux poissons, je vais au rayon épices, parce qu'il y a des épices qui viennent d'ailleurs, etc. Bon, parfois ça déclenche rien, puis parfois ça déclenche quelque chose. Parfois ça déclenche aussi un achat, parce que il arrive que j'aille au marché et j'ai rien à acheter. Mais j'achète plein de choses. Voilà. Et, qui est le plus surpris du coup? Pardon? Qui est le plus surpris du coup? Vous quand vous arrivez au restaurant ou vos collaborateurs? Ils sont très inquiets quand je vais au marché parce que parfois ils ont besoin de quelque chose. Il y a un très joli marché, l'avenue de Versailles, qui a lieu le mardi, il est un peu pauvre, le jeudi il est très bien, le mieux c'est le dimanche. Mais le dimanche on n'est pas là, donc j'y vais le jeudi. Et là ils s'inquiètent beaucoup parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Parfois je leur ramène si je trouve, et surtout je leur ramène des choses dont ils n'ont pas besoin. Et je leur dis tiens, aujourd'hui on va faire ça. Et je reviens du marché, il est 11h du matin et on va le servir à 12h30. Donc là évidemment ils s'arrachent les cheveux en disant ça y est, ils nous ont encore trouvé quelque chose. Votre dernière trouvaille, c'était quoi? C'est rien, c'était... Non, c'est rien, c'est le boucher. On a un boucher qui est formidable, hein, qui est un type jeune, et chez qui je vais tendance, son étal est bien présenté. Et il me demandait l'autre jour un conseil, parce qu'il faisait un concours de boucherie, etc. Et puis j'ai vu il y avait des volailles qui étaient formidables, qui étaient très belles. Et je lui ai dit, tu vas me la préparer comme ça. Donc je lui laisse les pâtes longues, pas la cuisse ni le pilon, mais la pâte longue pour une histoire de présentation, c'est rien.
Il dit, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Donc je lui ai expliqué. Et il est venu d'ailleurs déjeuner hier, et donc je lui ai fait cette fameuse volaille comme je la présente, parce qu'il n'y a pas que la façon de la cuisiner, il y a la présentation. Et nous ici, j'y tiens beaucoup, on a conservé quelque chose qu'on faisait dans le temps chez Épicius, c'est on amène beaucoup de plats dans la salle que l'on découpe devant le client. Parce que je trouve que ça, dans la salle, il doit se passer quelque chose. On ne pose pas juste l'assiette comme ça devant le client en disant tiens, mange. Non, on amène le plat, on le présente, on le découpe, c'est un art. Et je crois que les personnes, quand ils voient ça, ils participent déjà à la gourmandise. Là, c'était une volaille la fois dernière, mais demain, je ne sais pas. Ça peut être rien du tout. Parfois, je ramène un type qui fait des légumes bio. Alors, je suis convaincu du bio, hein, je suis convaincu du bio, ça c'est sûr. Ou je suis pas convaincu, je suis sûr qu'il y a j'allais dire des faisans, il y a des mauvais, des gens qui font soi-disant du bio pour faire de l'argent. Mais quand c'est donc il y a un type, un marchand de légumes qui fait du bio, qui est vraiment bien. Et donc je lui achète quelques légumes, mais l'autre jour, il y avait l'autre jour, il y a un petit bout de temps déjà, parce que c'est plus laissé, des petites pommes de terre nouvelles bio là. C'était un délice qu'on les a cuits comme ça, c'est à prendre. Il n'y a même pas besoin de faire de cuisine, on les cuit dans de l'eau et un peu de sel et du beurre salé à côté, et c'est déjà un plat à lui tout seul. Pour être un bon chef cuisinier, faut-il être un gourmand? C'est quand vous parlez de ce plat, vous avez encore les yeux qui brillent. Je pense qu'il faut être gourmand. Hein. Je vais dire presque que je ne supporte pas, je vais être un peu extrémiste, donc je ne supporte pas les gens qui... très très bon, puis qui laisse tout. Je supporte pas, il faut un petit peu de... Il faut un petit peu s'exprimer autour de l'assiette, il faut être gourmand, quoi. Alors évidemment, si c'est immangeable, là, je peux comprendre qu'on laisse tout. Mais gourmet, certes, mais gourmand, oui, un peu. Un peu beaucoup. Oui. Mais l'un ne nuit pas à l'autre, hein. On peut être... J'aime pas que le gourmand qui se baffre, gourmand de nourriture saine. Oui. Donc ça, c'est important, effectivement. Alors, quelles sont les recettes dont vous êtes le plus fier? Toutes celles que je fais. Non, c'est pas vrai, mais... Ça aurait pu. C'est très dur à dire, ça. Déjà parce que ça fait tellement d'années que je suis, j'allais dire, sur le circuit, qu'il y a des recettes... Donc j'en sais rien. Non mais bon, je vais parler de ce que je fais là en ce moment là. Il y a une entrée qu'on a fait tout l'hiver. Dire c'est des Saint-Jacques comme un carpaccio. Ben non, c'est pas tout à fait ça. Les Saint-Jacques émincés à cru entre les lamelles de Saint-Jacques qui sont coupées d'une certaine épaisseur, parce que j'aime pas le mot carpaccio. Ça veut dire très très fin. Il faut qu'elles aient une densité. On insère une feuille de cresson. On assaisonne avec, on additionne quelques coraux d'oursin crus, tout ça c'est du cru, et donc une grande recette, hein, beaucoup de cuisine là-dessus, que du cru. Et l'assaisonnement c'est une touche d'huile d'olive, une pointe de citron et l'eau d'oursin avec un peu d'eau d'huître qu'on distribue comme ça, mais à peine dessus, et c'est une entrée formidable. Je pourrais vous parler de ce qu'on a fait. On vient d'arrêter d'ailleurs depuis peu de temps, mais la chartreuse de faisan, c'est à tomber par terre. C'est un plat immense. Alors, quand on le réussit, mais j'espère qu'on le réussit à chaque fois qu'on le présente. C'est un plat immense. Ici, là, on fait un fouet de veau. Là, pareil, les gens me prennent pour un fou, mais je leur dis c'est comme ça, il faut le manger. Et je leur dis voilà, le fouet de veau, il est épais comme ça. Alors j'en montre certainement des doigts, oui, épais comme ça veut dire l'épaisseur d'une côte de bœuf. Donc, et je ne le sers que très rosé. Et je précise, si vous l'aimez fin et à point, comme certaines petites dames du coin un peu âgées, je ne le ferai pas. Donc je suis un peu, comme je l'ai dit, je suis investi dans ce que je fais. Hein, donc il faut que les gens me suivent aussi, puis me fassent confiance. Évidemment, je ne vais pas les forcer. Il y a suffisamment de choix ailleurs pour qu'ils puissent prendre autre chose. Oui, ça ne coûte rien de goûter voilà. en plus. Mais s'ils veulent un fouet de veau
fin et à point, c'est tout simple. Ils vont chez mon petit copain le boucher à côté, ils se font couper un fouet de veau fin et ils le cuisent chez eux. Quels sont les aliments que vous aimez cuisiner? Alors, écoutez, là c'est très... Je vais tous vous les citer parce que là arrive le printemps, ce qui va nous rendre fous. Mais ça c'est tous les cuisiniers. Hein. Je vais vous parler des petits pois frais, là, les premiers qui vont être sucrés, des belles asperges vertes, des très grosses asperges blanches que je vais ramener de chez moi en Sologne, parce que j'ai un producteur qui est à côté de chez moi qui nous fournit des brins d'asperges, c'est formidable. Les légumes au printemps, pour moi, c'est enchanteur. C'est un peu comme quand je vois les premières feuilles aux arbres ou les premières fleurs dans un jardin. Les légumes, pour moi, ça m'inspire énorme. Ça m'inspire énorme de simplicité, de gourmandise, de fraîcheur, d'envie. Puis c'est le renouveau. On va vers l'été, on va vers tout ça. Les champignons, une époque bénie des dieux. Parfois, on en a un peu juin, juillet, et puis le grand moment, c'est le moment où les cèpes apparaissent, on les attend. Il y en a pas. Non, il fait trop sec. Non, il fait trop chaud. Non, il a trop plu. Puis d'un seul coup, paf, on en a partout. C'est un moment extraordinaire, le cèpe. Il y a des moments de bonheur comme ça. Hein. Bon, là, c'est le moment des agneaux de lait. On va bientôt arriver à Pâques, les agneaux de lait. Là. On a des agneaux de lait. La chair, elle est rose, translucide. On fait ça juste rôti, hein, tout bête. Et on vient découper ça devant les clients. Voilà. On salive de gourmandise. Je vois ça. Alors, votre restaurant se nomme Disciple, ce nom qui n'est pas anodin. Non. Qui signifie une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Alors, sur ce beau projet, vous collaborez avec Romain Dubuisson. Est-ce une manière de transmettre votre savoir et quelque part remercier la vie en rendant par l'instruction ce qu'elle vous a offert? C'est exactement ce que vous venez de dire. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai beaucoup travaillé. Parce que c'est un métier, si on dit on a eu beaucoup de chance, tout le monde croit que oui, c'est le loto. Non, pas du tout. C'est tout sauf le loto. C'est du travail acharné, constant. Puis quand on a une sensibilité, sur ce métier, on ne peut pas le faire sans sensibilité. Il y a des moments où on n'est pas toujours joyeux. Hein. Dans ma vie, il m'est arrivé des choses quand on a eu 2 étoiles pendant 25 ans, et un jour, boum, on m'en a supprimé une. De ce qui est arrivé à Guy Savoie, mais lui, il en a 3. J'ai l'impression que la moitié du ciel me tombait sur la tête. Je m'étais habitué, 2 étoiles, oui, je pensais que je les méritais tout le temps, mais non, c'est l'histoire des 17 sur 20 dont je vous parlais tout à l'heure. Peut-être que j'étais descendu à 15 sur 20, sans m'en rendre compte. Et il n'empêche que derrière, après, il faut... moi, j'avais 50 et quelques personnes. Il faut leur remonter le moral, parce que moi, j'étais atteint dans ma chair, dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme de cuisinier, dans ma fierté. Mais il n'y a pas que ça. Je suis chef d'entreprise, j'ai 50 mecs derrière. Donc il faut leur remonter le moral, puis il faut leur donner du miam-miam. Il faut que le lendemain, le restaurant, il ne soit pas déserté par les clients. Parce que si tout le monde se dit, ça y est, tiens, il n'y a plus d'étoiles, ou on lui en enlever une, là, il y en a intérêt à se réveiller. Hein. Et moi, j'ai eu beaucoup... Là, je peux dire, j'ai eu sans doute pas mal de chance, aidé par le travail que j'avais fourni avant auprès des gens, etc. Notre restaurant, quand on a perdu une étoile, on a fait un meilleur chiffre les années qui ont suivi avec une étoile que quand on en a eu 2. Donc voilà. Ça. Et donc ça a été un moment douloureux, et ça a été un moment a posteriori de ce moment formidable, parce que ça m'a aidé à comprendre d'une part, je le savais depuis longtemps, mais à admettre que les étoiles c'était pas tout, et que les clients c'était vraiment tout. Parce que les vraies étoiles, c'est la personne qui est là derrière, qui vous regarde, qui mange votre plat, qui sort ses billets ou sa carte bleue, qui vous paye, qui part avec le sourire et vous dit merci. C'est quand même un métier formidable, il vous paye et vous dit merci. Donc
et qu'on voit revenir. Et donc quand le succès ne se dément pas, quand le restaurant est tout le temps complet, et que c'est pas un restaurant show-off à la mode qu'on ouvre dans l'endroit le plus branché ou le plus perché de Paris, ça c'est une vraie reconnaissance. Et donc oui, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir beaucoup de gens autour de moi, beaucoup de jeunes, mais je n'ai jamais prétendu être leur maître. Mais je sais que je les influençais beaucoup et qu'ils se réunissaient beaucoup autour de moi. Et je sais à peu près ce qui se dit de moi dans ce métier. Enfin, ce qui se dit encore de moi, parce que bientôt, on va plus se souvenir du tout de Vigato, sauf les jeunes qui ont travaillé avec moi. Et puis c'est bien normal que les générations passent. Mais Romain Dubuisson, c'était un de mes 2 derniers seconds, puisque j'avais aussi Maxime Lemeur, qui a un restaurant, lui dans le 7e, tout petit restaurant mais très joli, etc. Et donc Maxime et Romain étaient mes 2 seconds. Maxime, lui, s'accomplit dans son restaurant qui s'appelle Gemellus, et Romain s'accomplit avec moi. Je ne prétends pas être Platon, donc avec ses disciples, mais oui, je prétends avoir sans doute influencé. Et d'ailleurs, pratiquement tous les jeunes qui sont ici sont des anciens d'Épicius. Donc c'est pour ça que ça a été baptisé disciple, non pas seulement en pensant à Romain, en pensant à toute l'équipe. Et c'est pour ça qu'on a une cohésion ici extraordinaire, des jeunes formidables qui sont tous amoureux du métier, de ce qu'ils font, des clients. Et voilà. Et puis quelque part, ils ont adhéré à votre philosophie pour vous suivre. Oui, totalement. Mais je m'amuse beaucoup avec eux. Je m'amusais beaucoup chez Apicius, j'étais très fier d'avoir fait ce parcours. Et puis Apicius, rue d'Artois, c'est Vigato, super mec. Parce que je l'ai fait tout seul et sans soutien financier d'aucune sorte. Ce serait maintenant, je ne sais pas si je pourrais à nouveau le refaire, mais le fait ce dont je suis le plus fier, tout compte fait, dans cette vie professionnelle, c'est pas des étoiles que j'ai eues, c'est des jeunes qui m'ont accompagné, qui m'ont suivi, qui m'ont parfois admiré, qui m'ont parfois emmerdé, parce que c'est pas toujours facile de diriger des équipes comme ça, parce que des équipes, c'est dans une équipe comme chez Épicius, on était 50 à travailler. Il y en a des très forts, il y en a des moins forts, il y en a même des pas bons. Mais il y a des premiers de la classe, il y a des moyens de la classe, puis il y a les derniers de la classe. Et avec tout ça, il faut faire une équipe, il faut faire une cohésion. Et parfois, dans les derniers de la classe, on réussit à les stimuler, à les élever et à faire qu'ils rejoignent les premiers de la classe. Justement, vous êtes un autodidacte. Grâce à votre belle carrière, vous prouvez qu'il est possible de devenir un grand chef étoilé sans passer par une école qui forme au métier d'hôtellerie et de la restauration. Alors, réussir grâce à soi-même, cela a-t-il une saveur particulière ? Oui, c'est une saveur particulière. Et qui est presque à nul autre comparable. C'est un peu comme quand on a son premier salaire, on est allé le chercher et qu'on fait sa première dépense à soi. Quelque chose qui vient de... Ça vient de là, on est allé travailler, on a ses premières vacances, on s'offre ses premières vacances avec le fruit de son travail. Je trouve que le fruit du travail, c'est bien, c'est pas très à la mode en ce moment, d'après ce que je comprends, mais le fruit du travail, c'est aussi le droit à la paresse, c'est s'offrir des vacances, mais avant, il faut aller le chercher. Voilà. Et ça a des saveurs formidables. C'est pas un dû, c'est quelque chose qu'on s'offre. Voilà. Moi, je trouve que la vie ne me doit rien, je dois tout à la vie, donc c'est pas pareil. Et j'ai toujours cherché à savoir... c'était, je sais plus qui disait, c'était John Kennedy qui avait dit qu'il fallait savoir tous les jours ce qu'on pouvait faire pour son pays. Voilà, et là maintenant c'est un peu le contraire, on se dit tous les jours qu'est-ce que le pays peut faire pour moi, non, qu'est-ce que je peux faire pour mon métier, ça a toujours été mon credo. Depuis l'âge de vos 14 ans.
Ah oui, ça ne m'a jamais quitté. C'est pour ça que... Parce que là, je suis plus tout neuf. Mais je m'amuse toujours beaucoup. Je prends un plaisir, mais fou, hein, être ici. Et je suis devenu presque employé de mes employés, puisque c'est le but. Le but, c'est qu'ils deviennent les patrons. Et que Romain, entre autres, devienne le patron. Donc il est déjà... Du point de vue départ et tout ça de la société, il est déjà beaucoup plus élevé que moi parce que je lui en ai cédé beaucoup et je veux que ça et je le pousse à ça. Donc, mais tant que je sentirai que je peux être utile, je pense que je sentirai assez vite si le jour où je vais être un poids, c'est-à-dire si je me promène en fauteuil roulant dans le restaurant, évidemment je sentirai que je suis un poids, mais je pense que je leur ramène encore quelque chose. Ouais, peut-être cette joie de bosser, cette joie de voir les gens, j'allais dire mon savoir. Non, si j'aime pas ça, mais oui, mon expérience, voilà, mon expérience. Et l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que le passé, je le sais bien, mais de mon passé, je tire le maximum pour éclairer leur avenir. Voilà. Alors justement, comment expliquez-vous le fait que cuisiner nous procure autant de bien-être ? Ah, il n'y a pas que cuisiner. Hein. Là, moi, je suis en train de dire que je poursuis un job. Là, je cuisine moins, mais c'est vrai et pas vrai, parce que ce matin, je suis arrivé, le premier truc que j'ai fait, comme tous les matins, je rentre dans la cuisine, et je suis allé leur montrer pour découper un poisson, parce qu'il y avait un poisson qu'il fallait découper d'une façon particulière. J'ai fait 2-3 trucs dans la cuisine ce matin, mais je fais moins la cuisine puisque j'ai une équipe, sauf que il se trouve que lorsque j'arrive chez moi à la campagne, le premier endroit où je me rends et où je reste pendant 2 heures, si j'ai des amis ou des enfants ou rien, même parfois rien, même si c'est que moi, je reste dans la cuisine à préparer des trucs dont c'est parfois un plat que je vais même pas manger, que je donne au gardien chez moi. À la fin, je dis tiens, ils sont pas venus, prenez-le. Voilà, j'ai besoin de le faire. Associer des saveurs, des couleurs, des formes, des textures, pouvons-nous dire que la cuisine est un art ? La cuisine à l'état pur, oui, c'est un art, parce que ça fait tout fonctionner. Hein. L'œil, je vous ai dit, je vais sur les marchés, donc je regarde, évidemment, donc l'œil, les couleurs, les saveurs, évidemment, voilà, les odeurs, évidemment les odeurs. Les odeurs ou le fumé ? Non, je parle des produits. Là. Ah oui, pardon. Après c'est le fumé, c'est quand la cuisine est faite. C'est vrai. Mais quand on va dans le marché aux épices, je sais pas, Marrakech, n'importe quoi, il y en a tellement qu'on sent plus rien. Mais c'est pas grave, on est quand même emmené quelque part. Et quand on cuisine, oui, parce que on dit quand on met à une retire, je sais pas quoi, une côte de veau, je sais pas quoi, on dit qu'on fait chanter le beurre quand il devient noisette, il chante. Donc on entend, moi quand j'ai le beurre qui devient moussant, noisette, etc., j'ai même pas besoin de le regarder pour savoir s'il est bon. On est là parfois à regarder la poêle, est-ce qu'il est assez... Non, je le sais rien qu'à l'entendre. Donc tout fonctionne. Donc c'est forcément la concrétisation de tout ça, c'est l'œuvre. C'est-à-dire quand le plat est fait, c'est une réalisation, qui est artistique, mais c'est un art éphémère parce que on mange, pouf, ça disparaît. Oui, mais on s'en souvient. On peut s'en souvenir. Quand on s'en souvient, ça devient une œuvre d'art. C'est plus pareil. Et parfois, ces œuvres d'art... je vous parlais tout à l'heure du poulet sauce piquante de ma grand-mère. Le poulet, c'est une poule. Une vieille poule qui devait être immangeable, d'ailleurs, très cuite avec des légumes, la sauce blanche qui était liée à la farine. Et je sais qu'elle a jeté du vinaigre à la fin et elle appelait ça sauce piquante. C'était un bonheur. Et je vous ai dit que j'ai essayé 10 fois de la refaire, je n'ai jamais réussi à retrouver le plaisir. Et pour moi, quelque part, oui, c'est inscrit, c'est ma Madeleine de Proust, c'est dans mon livre d'art. Voilà. Alors enfin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ?
Eh bien, continuer à avoir... en fait, je fais ce métier avec... il y a une forme de fraîcheur. Donc c'est un peu difficile de le voir hein, quand on a mon âge. D'ailleurs, je ne sais plus qui avait écrit là, dans ces trucs à la con. C'est Atabula, non, je sais pas ce que c'est, oui, Atabula, non, c'est pas un truc qui raconte les ragots de la cuisine, un tel, machin, à 2 étoiles, un tel, je sais plus quoi, oui, je crois que c'est Atabula, et qui avait écrit, je crois que c'est dans Atabula, et qui avait écrit, quand ils avaient appris que le projet ici, mais c'était méchant la façon dont c'était écrit, on peut dire des choses que l'on pense, il n'y a pas de problème, mais c'était méchant. D'ailleurs, j'étais un petit vieux qui reprenait la cuisine. Quand j'ai refait ici, d'ailleurs, j'ai racheté ce restaurant, je l'ai créé en 97. Je l'ai vendu il y a 13 ou 14 ans à un de mes employés japonais. Un type très bien, très bon cuisinier, sauf que ça va corroborer un peu ce que je disais tout à l'heure. Très bon cuisinier, mais pas bon restaurateur. Donc ce qu'il faisait, c'était très bon. Mais zéro ambiance dans la salle, pas trop de contact avec les clients. Donc voilà. Il a donc divisé le chiffre d'affaires en 2. J'ai mis un point d'honneur à lui racheter le prix que je lui avais vendu, parce que je ne voulais pas qu'il se retrouve dans l'ennui financier. Et donc, pourquoi je vous disais ça? Parce que j'ai repris ça, donc j'ai racheté 13 ans après avoir vendu, pour installer tous les jeunes qui avaient là, mais j'avais pas du tout envie de refaire un restaurant. Donc, si j'avais pas eu toute cette bande-là, c'est une bande, ils sont là le vendredi soir, ils boivent des bières après le service, ils sont contents d'être ensemble. C'est une bande, c'est plus qu'une équipe. Une équipe, ce serait autour de moi, et ce sont peut-être des disciples de Jean-Pierre Vigato, ce sont surtout des disciples de la cuisine et des clients. J'adore ça, je me sens bien avec eux. Donc, tant que je me sentirai bien dans ce milieu-là et que je me sentirai l'envie de le faire. Le jour où je n'aurai pas envie, d'ailleurs, quand j'ai pas envie, un deal que j'ai fait avec eux, hein, ils le savent, le vendredi, en principe, je ne suis jamais là, parce que je m'accorde un petit peu de temps. Voilà. Et si j'ai pas envie, je viens pas. Mais malheureusement pour eux, j'ai toujours envie. Donc, je viens pratiquement tout le temps. Voilà. En tout cas, c'est une belle leçon d'humilité et de respect envers son équipe. Mais je vous ai dit que la vérité, hein, vous pouvez ne pas changer un mot à ce que j'ai dit. Je ne me souviens pas de tout ce que je vous ai dit, mais c'est le même chemin de tout le temps. Mais c'est bien de le souligner aussi. Et j'ai toujours travaillé comme ça. Toujours. Mais c'est pas genre, je dis pas cocorico parce que j'ai travaillé comme ça. J'ai travaillé comme ça. Vous me demandez, je vous réponds. Et là, évidemment, ce sont mes disciples, mais je peux vous en citer plein d'autres. Jean-Christophe Lebasque, qui a la manufacture à Issy-les-Muneaux, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai mis en place, je l'ai vendu. Jérôme Gagnon au 6 New York, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai mis en place, c'est moi qui l'ai vendu. Gilles Choucroune, je l'ai beaucoup aidé, j'en ai 10 comme ça. Voilà. Et donc, voilà, c'est une belle carrière. Ouais, c'est un besoin d'avoir des gens autour de soi, peut-être de se rendre intéressant. Peut-être que je suis prétentieux et j'aime me rendre intéressant. Non, je pense que c'est pas ça. Est-ce que ce besoin d'être entouré d'une équipe, ça vous rappelle les bons moments passés auprès des vôtres quand vous étiez plus jeune? Non, pas du tout. Non, parce que je vous avais parlé de ma grand-mère, mais malheureusement j'ai eu une enfance très rapidement solitaire, donc non. J'ai pas eu d'adolescence, mais j'ai pas eu d'enfance. J'ai eu 17 ans, 18 ans, 19 ans, comme tout le monde, mais j'ai pas eu ces moments-là parce que je travaillais déjà beaucoup. Et qu'à l'époque, quand je travaillais, c'était... je vais pas vous faire pleurer, mais c'est des petits... des petits bonhommes qui sont élevés dans du coton ici avec moi. Hein, j'ai l'impression parfois qu'ils travaillent dur, mais à côté de ce que je prenais dans la gueule quand j'avais leur âge, oh aïe aïe aïe. Mais c'est important d'en parler, de ne pas l'oublier. Oui, non, mais c'est sans
sans acrimonie, sans regret, sans rien. On travaille d'une façon différente et c'est bien mieux. Hein, je suis bien content que les gens travaillent d'une façon différente. Et maintenant, il ne faut pas oublier le mot travail d'abord. En tout cas, je vous remercie, monsieur Jean-Pierre Ligato, pour cette très belle interview. Je vous en prie.